débâcle du franc CFA, nous avons proposé que certaines banques des BRICS viennent directement s'installer pour qu'il y ait des banques relais entre les pays des BRICS et les pays de l'Afrique centrale. Et donc, ce programme-là, il est reproductible à beaucoup de pays africains pour que progressivement ces pays-là soient capables de se doter des instruments nécessaires de leur propre souveraineté. Sur ce plateau, docteur Douma, Jean-Raydon a su avec beaucoup d'intérêt M. Awadon Melo qui a donc posé véritablement les jalons autour de l'enjeu géoéconomique actuel avec le risque donc de bouleversement, un risque d'ailleurs qui est inévitable de l'ordre économique mondial et dans lequel l'Afrique devrait en principe semble être la dernière frontière à laquelle les uns et les autres doivent absolument convier, alors se diriger pour véritablement y parvenir. Quels sont les atouts dont dispose effectivement l'Afrique aujourd'hui pour véritablement jouer ce contrepoids dans la dynamique de bouleversement de cet ordre, de ce nouvel ordre économique mondial qui est en train de se réécrire? Alors, le premier atout dont dispose l'Afrique pour influencer fondamentalement ce nouvel ordre économique mondial qui se dessine devant nos yeux, c'est ce sont d'abord les richesses naturelles de l'Afrique. Parce que l'Afrique est tellement riche par son sous-sol qu'on se demande comment est-ce qu'on n'arrive pas à valoriser ces richesses au point d'en faire véritablement un outil de puissance économique, que ce soit au niveau de l'Afrique qu'au niveau du monde. Tout à l'heure, le ministre a évoqué en passant que les pays du G7 sont tellement préoccupés par les richesses de l'Afrique qu'ils ne sauraient, n'est-ce pas, partager leur technologie avec l'Afrique, n'est-ce pas, de peur que l'Afrique s'industrialise et commence à créer de la valeur ajoutée en exploitant sur place ces richesses-là. Donc l'Afrique doit être consciente de ce qu'en réalité, c'est elle qui a fait du G7 particulièrement ce que le G7 est devenu, puisque ces différents pays-là, les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Japon, le Canada, l'Italie, tous ces différents pays-là viennent puiser en Afrique et partent transformer, n'est-ce pas, en Occident pour éventuellement nous revendre les produits à des prix tellement exorbitants. Et en ce moment-là, ce ne sont plus les produits africains, ce sont des produits made en Occident, alors qu'on devrait pouvoir le faire nous-mêmes. Donc, voilà le premier atout. Le deuxième atout, c'est la démographie. L'Afrique a une démographie forte, mais également une démographie jeune. Parce que nous avons un continent qui a pratiquement 60% de sa population qui tourne autour de 22-23 ans, et donc qui est capable de pouvoir, en termes d'effectifs, faire valoir ces différentes potentialités dans tous les secteurs confondus, pourvu que, évidemment, on puisse avoir des partenariats comme avec les BRICS qui viennent dans le sens du win-win. Parce que accepter de partager la technologie avec l'Afrique, c'est également permettre à l'Afrique de pouvoir donc véritablement exploiter ces minéraux, de pouvoir former la jeunesse africaine pour qu'elle soit capable, n'est-ce pas, d'exploiter ces minéraux et de faire en sorte que l'Afrique commence véritablement à s'industrialiser. Le troisième atout, et ça concerne particulièrement une ressource minière importante, le ministre l'a relevé également, c'est l'or. Le sous-sol africain est bourré d'or. Très récemment encore, on annonçait qu'on a découvert un gisement de 320 000 tonnes d'or en Ouganda. C'est beaucoup plus que l'or qui est déjà disponible dans le monde entier, parce qu'on est autour de 27 000 tonnes dans le monde entier. Donc, il est important ici qu'on prenne conscience de ce que la valeur de l'argent, c'est la valeur de l'actif réel, n'est-ce pas, sur lequel est adossé l'argent.
Le dollar a les problèmes aujourd'hui parce que depuis 1971, le dollar n'est plus adossé, indexé à l'or. Parce qu'avant cette année-là, quand on avait, n'est-ce pas, une certaine somme de dollars, on pouvait avoir l'équivalent en or. Mais depuis 1971, nous ne pouvons pas avoir autant de quantités d'or disponibles que les dollars en circulation. Vous savez que les Américains aujourd'hui, ils tournent la planche à billets comme ils veulent. D'accord? Donc, le dollar est devenu donc le vent parce qu'il n'est plus adossé sur quelque chose. Or, il faut revenir aux actifs réels. La vraie richesse, c'est le matériel, c'est-à-dire, dans ce cas précis, l'or. Donc, si nous avons autant d'or, ça veut dire que nous devons être capables de l'exploiter, de l'explorer, de l'exploiter, de le transformer et, évidemment, de le stocker dans nos banques centrales, mais les vraies banques centrales. Suivez mon regard, parce que pour le moment, par exemple, à la zone CEMAC, et même la CEDEAO, hein, on n'a pas de banque centrale, puisque ce sont des comptoirs coloniaux, n'est-ce pas, du Trésor français. Et donc, si nous avons de vraies banques centrales, ça va nous permettre donc d'exploiter cet or-là et de le stocker afin d'avoir une monnaie qui sera forcément la monnaie la plus puissante du monde, puisqu'elle sera adossée à de véritables ressources matérielles, et notamment l'or. Donc, ces trois atouts doivent permettre quand même à l'Afrique de se frayer un chemin dans cette bipolarisation qui se dessine davantage sous nos yeux en renforçant le pôle des BRICS. Et c'est bien que les BRICS aient donné la possibilité à d'autres pays de pouvoir intégrer ce pôle-là. Vous avez rappelé tout à l'heure, à la suite du ministre, que le PIB des BRICS, aujourd'hui, est supérieur au PIB des pays de G7. Et les prévisions disent que dans 5 ans, l'écart va se creuser. Et pendant que ce PIB, lui, va augmenter, le PIB de G7 va reculer. Et donc, si les pays africains rentrent dans les BRICS, ça va augmenter la capacité des BRICS en tout point de vue, que ce soit sur le plan économique, sur le plan démographique, sur le plan même de la puissance militaire, parce que nous parlons là également d'une dimension très importante, parce que c'est la puissance militaire qui peut permettre de stabiliser d'abord le pays, de le protéger, et donc de pouvoir créer des conditions pour véritablement initier et réaliser des projets comme ceux qui ont été évoqués tantôt. Donc il est important que les pays africains, pendant qu'ils cherchent à se frayer un chemin qui peut déboucher sur un troisième pôle, qu'ils renforcent déjà le pôle des BRICS afin que véritablement il y ait une certaine équitabilité et que parallèlement certains pays africains aient les coudées franches pour pouvoir exprimer leur souveraineté en tout point de vue. Merci à vous, docteur Douma Jean-René. Professeur François Dengue, vous nous avez rejoint dans le cadre de ce programme. En tout cas, nous vous présentons nos vives civilités tout en vous accueillant rapidement à la maison avec cette préoccupation pour essayer de mieux comprendre. On a évoqué tout à l'heure avec docteur Douma Jean-René le PIB du G7 qui est en dessous de celui des BRICS aujourd'hui. Que vaut aujourd'hui ce G7 du point de vue de la puissance économique quand on regarde véritablement les besoins qui sont posés clairement sur la table aujourd'hui du côté du continent africain? Est-ce que l'apport du G7 aujourd'hui peut véritablement assouvir les besoins de développement, des besoins infrastructurels et bien d'autres pour nous autres Africains? Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Et je salue Monsieur le ministre Domelo. Je salue nos deux collègues panélistes. Évidemment, je salue tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Pour répondre à votre question par rapport à ce que le G7 peut encore faire pour l'Afrique, je crois que 3 siècles de collaboration donnent la réponse à votre question. Et je remercie votre précédent, celui qui vient de se précéder, excusez-moi, j'oublie son nom, qui a donné tous les éléments de richesse très justement d'un continent qu'on appelle l'Afrique. Alors, pour faire le lien avec votre question, comment se fait-il que les pays du G7, ayant collaboré
200 ans, 300 ans avec un continent aussi riche le laisse aussi appauvri. Je n'ai pas dit pauvre, parce que l'Afrique n'est pas pauvre et n'a jamais été pauvre. La question qu'il faut se poser est très simplement et honnêtement, sans agressivité, y compris à l'égard des dirigeants du G7, comment se fait-il que dans votre collaboration, avec un continent aussi riche, une population aussi dense, aussi jeune, aussi dynamique, vous vous êtes enrichi exclusivement, en même temps qu'automatiquement, vous avez appauvri cela et que le chemin de la prospérité ne se montre même pas. Et qu'au cours des 200 dernières années, l'écart de richesse s'est accru de façon dramatique. C'est comme ça qu'il faut poser la question. Et quand on pose la question ainsi, on n'a pas de parti pris. Imaginez un Martien qui arrive sur la Terre et qui constate les faits qu'a très bien donné mon prédécesseur qui a parlé, les éléments de richesse qu'il a mis en avance avec justesse et la relation pluriséculaire entre les pays du G7 et l'Afrique. Je crois qu'à un moment donné, si vous avez échoué pendant quelque temps et que vous continuez sur le chemin de l'échec, la responsabilité de l'échec viendra de votre part, c'est-à-dire plus précisément des dirigeants africains, parce qu'ils n'auront pas eu le courage de poser simplement cette question, encore une fois, sans agressivité. Je n'ai aucune agressivité, mais vraiment aucune antimonie contre les pays du G7, ni les dirigeants du G7, ni encore moins les dirigeants africains envers qui je m'incline très respectueusement. Mais en tant qu'Africain, il faut poser cette question et en tant que spécialiste des questions de l'économie. Alors, quand on a posé cette question, je crois que la réponse coule de soi. Et je crois que la réponse coule de soi encore plus aujourd'hui. Parce que les pays du G7 se trouvent à une époque, à un moment qui est peut-être le plus mal pour eux. J'ai compulsé les chiffres de l'endettement. Je ne vais pas embêter vos téléspectateurs. J'ai compulsé les chiffres de l'endettement des pays du G7. Et si vous compulsez les chiffres de l'endettement des pays du G7, la moyenne dans les pays de l'OCDE est proche ou supérieure à 100% du PIB. Et il y a des pays comme le Japon où l'endettement est supérieur, frôle les 200%. Et quand vous comparez l'endettement dans un pays, il faut additionner 3 types d'endettement parce qu'on se limite souvent à l'endettement public. Il faut additionner l'endettement public à l'endettement des ménages et à l'endettement des entreprises non financières. Je dis bien des entreprises non financières afin de ne pas faire des doubles calculs. Et quand vous additionnez ces trois endettements, l'endettement des pays du G7 dit, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, pays développés, frôle parfois les 300% du PIB. Donc nous sommes à un moment où eux-mêmes sont fragilisés et je crois que les pays africains devraient laisser les pays du G7 résoudre leurs problèmes et que l'Afrique se concentre vers elle-même et collabore avec les pays du BRICS et même avec les pays du SCO, du Shanghai Cooperation Organization, l'Organisation de la coopération de Shanghai, parce que de mon point de vue, c'est de là-bas que se trouve l'avenir. C'est là-bas que se trouve l'avenir et c'est de ce côté qu'il faudra se tourner. Nous, évidemment, l'Afrique devra toujours rester ouverte. Si les pays du G7 veulent continuer à collaborer, les pays africains continueront. Mais moi, je serai un dirigeant africain et ce serait mon conseil à de nos dirigeants africains. Il n'y a aucune raison de penser que les pays du G7 pourront vous aider. Ils ne vous ont pas aidé pendant 300 ans. Ils vous ont exploité. Ils vous ont pris comme des esclaves. Ils ont d'abord exploité, ils ont acheté des gens qu'ils ont traités comme des bêtes de somme, qu'ils n'ont pas payé pendant 400 ans. Les Noirs qui ont produit la richesse aux États-Unis sont aujourd'hui encore maltraités. Je fais référence par exemple au livre du docteur Claude Anderson qui s'appelle Black Labor, White Wealth, dans lequel il décrit très bien comment les Noirs aux États-Unis ont construit la richesse des États-Unis d'Amérique. C'est les Noirs, c'est le travail des Noirs qui a construit cette richesse.
on parle de la révolution industrielle, mais on oublie que la plus grande colonie anglaise, c'était la colonie des États-Unis d'Amérique, qui a produit le gros de la richesse. Il n'y avait pas encore de machines. C'est le travail de nos frères noirs qui a construit cette richesse. Et si vous allez même en Amérique du Sud, c'est à construire. Donc, si malgré tout cela, vous ne recevez en retour que des coups de fouet, ils organisent des coups d'État chez vous, ils vont assassiner Kadhafi, ils font des coups d'État avec Kwame Nkrumah, comme il l'a fait le 24 février 1972. Et chaque fois que vous allez vous lever, ils vous élèvent des barrières tarifaires. Regardez la structure des barrières tarifaires entre le commerce entre l'Afrique et l'Union européenne. L'Union européenne a organisé sa structure tarifaire de sorte que vous ne puissiez jamais, mais à grand jamais, exporter des produits industriels en Europe. Et en retour, quand l'Europe voulait aller créer ces usines à l'étranger pour au moins avoir de la valeur, et l'Amérique d'ailleurs, ils ont délocalisé, non pas en Afrique qui est toute proche, mais ils sont allés délocaliser en Asie. Donc, moi, pour conclure et pour répondre court à votre question, bien sûr, on reste ouvert. Si les pays du G7 veulent venir, qu'ils viennent. Mais pour moi, ça ne doit plus jamais être la priorité. Les priorités pour moi, si les Africains se respectent, c'est de trois ordres. Je vais en terminer là. La première chose, c'est l'unité africaine. Les gens parlent de BRICS, bien sûr, mais pour moi, la priorité des priorités aujourd'hui, c'est l'unité africaine. Et puis, deuxièmement, nous avons l'avantage que les BRICS sont là et que les pays de la coopération du Shanghai sont là et qui augmentent. Vous avez dit tout à l'heure que en parité de pouvoir d'achat, les BRICS vont dépasser les pays du G7 et l'écart se creusera encore. Donc, deuxième point de coopération. Et enfin, troisième coopération, le reste du monde, parce que le face-à-face entre l'Afrique et les G7 n'a conduit qu'à l'esclavage, qu'à la colonisation et à l'appauvrissement prolongé. Merci. Professeur François Dengué, on va également élargir donc les débats au professeur Nicolas Agbou qui est avec nous depuis un moment. Professeur, est-ce que vous nous entendez? Bonsoir. Professeur, activez votre combiné, je vous en prie, pour nous permettre d'avoir votre retour audio en plateau. Est-ce que vous entendez, professeur Nicolas Agbou? Retirez votre casque, certainement pour vous permettre de mieux communiquer avec nous, prof. Prof, bonsoir, est-ce que vous nous entendez? Oui, des soucis, j'espère qu'on parviendra à voir le professeur Nicolas Agbou. Alors, M. Sawadon Melo, je vous retrouve et les uns et les autres sont donc véritablement unanimes sur la question de l'alignement sur les BRICS parlant des États africains. Est-ce que cet aliment-là serait-il le véritable enjeu diplomatique et économique de l'Afrique actuellement et dans les jours à venir, peut-être dans les années à venir? Véritable enjeu, dans la mesure où aujourd'hui, quand vous prenez la situation des pays anglophones et des pays francophones, la différence est nette. Les pays anglophones tireront le maximum de profit de ce nouveau contexte-là, dans la mesure où beaucoup de ces pays-là se sont affranchis de la tutelle occidentale, aussi bien sur le plan militaire, monétaire que diplomatique. Ils sont libres de conclure n'importe quel accord avec n'importe quel pays. Je vais vous donner un seul exemple. Tous les pays font face aujourd'hui à une inflation galopante. Qu'est-ce que l'Inde a fait? État souverain. L'Inde, un État souverain, a tout simplement décidé d'aller négocier directement avec la Russie pour avoir une réduction sur le baril de pétrole qu'il importe à prix réduit, donc un accord préférentiel
ce qui lui permet de faire face aux enjeux de l'inflation. L'Algérie a fait la même chose, mais ces mêmes propositions, c'est-à-dire ces accords préférentiels-là, la Russie l'a bien précisé. Ces accords ne sont valables que pour les pays amis de la Russie. Mais combien de pays amis de la Russie sont prêts à s'engager? Étant donné que la Russie a bien précisé, tous les pays africains sont considérés comme des pays amis. Mais ont-ils la capacité ou même la liberté d'aller négocier une réduction, disons un accord préférentiel pour acquérir d'une manière préférentielle le pétrole, pour faire face à l'inflation? Personne ne peut le faire tout simplement parce qu'ils ont des mains liées à l'Occident. Et les plus grosses entreprises qui opèrent dans ce secteur, qui ont cette capacité d'importer, sont des entreprises occidentales. Et donc, nos États, qui ont souvent des structures de gestion du pétrole, eh bien, ils ont peur tout simplement de se lancer dans une politique au risque de se voir sanctionnés par le G7. Et donc, la peur fait qu'ils sont obligés de subventionner avec beaucoup de ressources le prix du pétrole, ne serait-ce que pour chercher à atténuer. Mais cela ne réussit même pas à atténuer ce coût-là, dans la mesure où cette subvention énorme qu'ils injectent, et bien souvent ne permettent pas de résoudre le problème, mais au contraire permettent d'augmenter les taxes dans d'autres secteurs et donc créer une forme d'inflation généralisée. Voilà comment une solution à leur portée, eh bien, n'est pas utilisée tout simplement par peur d'être sanctionnés, et ils s'engagent dans des politiques très coûteuses pour leur peuple et très féroces pour l'économie même de leur propre pays. Mais peu importe, l'essentiel, c'est que le pouvoir soit conservé et qu'on puisse être le bon élève du Fonds monétaire ou de la Banque mondiale. Voilà un peu leur souci. Et donc, je me dis qu'aujourd'hui, si tous les États africains prennent conscience que leur autonomie va leur permettre de tirer le meilleur profit du nouveau contexte, c'est-à-dire prendre le meilleur en termes de qualité et de prix chez les uns et les autres pour assurer son développement, eh bien, nous sommes capables de tirer le meilleur profit de ce nouveau contexte-là. Mais encore faut-il qu'on soit souverain. La question de la souveraineté est au cœur de la dynamique actuelle pour tirer le maximum de profit. Lorsque un État a sa monnaie aliénée, a son armée qui n'est pas son armée, qui est l'armée de l'ancienne puissance coloniale, et la diplomatie est soutenue par l'ancienne puissance coloniale, et que ses réserves monétaires sont entièrement contrôlées par l'ancienne puissance coloniale, alors que pour acheter à l'extérieur, il n'y a que les devises qu'on peut utiliser. Mais si ces devises ne t'appartiennent pas, comment est-ce que tu peux rentrer dans une nouvelle dynamique de coopération avec d'autres blocs qui, eux, ne veulent plus de l'euro, ne veulent plus de dollars et qui commercent entre des monnaies autres que l'euro et le dollar? On est donc handicapé tant qu'on n'a pas coupé nos liens monétaires, militaires et diplomatiques avec l'Occident pour en tirer le maximum de profit. Toutes les opportunités pour que l'Afrique se développe sont là. Il suffit tout simplement qu'on ose couper les liens coloniaux et qu'on assume notre pleine souveraineté pour que les portes des BRICS s'ouvrent. Et souvent, ils n'attendent que ça, que nous venons justement pour négocier des partenariats et des accords qui puissent permettre à l'Afrique de combler ces deux déficits. Je dirais même un seul déficit, c'est-à-dire le déficit technologique. Car comme je dis, en matière monétaire, eh bien, il n'y a aucun continent qui soit beaucoup plus riche que l'Afrique, surtout avec l'or qui devient de plus en plus la monnaie mondiale. Nous avons besoin tout simplement de technologies pour que cet or-là, souterraine-là, devienne une monnaie de réserve. Que de la technologie et interdire qu'un seul gramme d'or sorte de l'Afrique et que nous soyons les acheteurs de notre propre or à monnaie locale. Et vous verrez qu'on n'aura plus besoin d'aller tendre la main pour aller chercher de l'euro, ni de dollars, ni même d'aller mentir pour tisser nos relations avec les autres blocs. Nous aurons les moyens de notre politique. Et je crois que c'est en cela que notre souveraineté, la conquête de la souveraineté et de l'unité. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, si tous les États africains décident de s'unir en un seul bloc,
eh bien, ils ont une économie qui est proche de celle de l'Allemagne, qui est entre l'économie de l'Allemagne et l'économie de la France. Donc, ne serait-ce que cette unité-là crée un positionnement nouveau du continent africain. Et en plus, si en plus de cette unité-là, nous avons notre monnaie basée sur l'or et que nous avons notre capacité à transformer sur place toutes nos matières premières, il est bien évident que notre croissance sera à la hauteur des grandes croissances du monde et qu'en moins de 10 ans, nous sommes capables de devenir un pôle totalement à part et l'un des pôles les plus dynamiques et les plus puissants de ce monde-là. Et nous pourrons jouer le rôle qui ne devait jamais être abandonné par nous, c'est-à-dire le rôle que l'Afrique a toujours joué depuis que le monde est monde, jusqu'à ce que l'esclavage vienne nous arracher notre initiative. Mais là, on va vous retrouver dans un court instant, certainement, professeur Nicolas Gbogbo, qu'on retrouve le temps peut-être de vous donner la parole, docteur Jean-René Douma, sur cette question de souveraineté dont évoque effectivement M. Awadon Melo, mais parlant des questions de souveraineté, surtout celle monétaire, alors économique, l'Afrique centrale est véritablement mal lotie. Est-ce que dans le fond, il ne faudrait pas, effectivement, pour permettre à l'Afrique notamment de pouvoir au mieux bénéficier de cet alignement derrière les BRICS, qu'il y ait une véritable monnaie de réserve mondiale qui soit unique aux BRICS avec la dédollarisation de l'économie mondiale qui est en train de se dessiner? Alors, je pense qu'il n'est pas bon pour l'Afrique de combattre, entre guillemets, la dédollarisation ou de souhaiter qu'il y ait une dédollarisation parce que l'hégémonie mondiale du dollar a très longtemps duré et a fait beaucoup de mal à beaucoup de pays. Donc, encourager la dédollarisation et rester figé sur, on va dire quoi, la yénisation, le yuan. Tout à fait. Ce serait comme si l'Afrique n'existe pas. D'accord? Parce que vous voyez bien que parallèlement à la dédollarisation, il y a des actions qui sont menées pour pouvoir occuper un certain espace que le dollar occupait tout seul. Notamment sur le plan du dollar comme étant la monnaie du commerce international. Les pays comme la Russie, la Chine, le Brésil, l'Arabie Saoudite, l'Iran, et je pourrais en citer davantage, ont décidé depuis très longtemps, et notamment à partir de 2010, de faire des transactions commerciales sans le dollar. C'est-à-dire que des accords qui se passaient directement pour que les transactions se fassent en yuan. Même le Royaume-Uni a passé un accord comme ça avec la Chine pour faire un certain nombre de transactions en yuan. L'accélération de la dédollarisation est arrivée avec l'opération spéciale, n'est-ce pas, russo-ukrainienne, et suivie des sanctions des États-Unis et du groupe occidental contre la Russie. C'est ce qui est venu accélérer ce processus de dédollarisation qui a fait en sorte que, par exemple, la Russie décide de ne plus vendre ses matières premières en dollars, d'exiger que désormais un certain nombre de pays qui sont au sein des BRICS ne puissent pas faire des transactions en dollars. Même le pétrole, aujourd'hui, il y a des pays comme l'Arabie Saoudite, comme je disais tantôt, qui ne veulent plus vendre leur pétrole exclusivement en dollars. Donc, mais il faut noter quand même que c'est de la place qu'on crée pour le yuan chinois, et c'est pour ça que les pays des BRICS ont décidé de créer leur monnaie, qui pourrait être comme une monnaie de réserve mondiale pour le deuxième pôle qui se crée. Alors, l'Afrique doit s'interroger sur sa place véritable. Il faut collaborer avec les BRICS, il faut passer des partenariats qui vont faire en sorte que l'Afrique soit suffisamment forte, mais que l'Afrique ait toujours à l'esprit de pouvoir frayer son chemin. Il faut noter quelque chose de particulier. Aujourd'hui, quand on parle de monnaie, on ne devrait pas oublier que l'évolution même de la forme de la monnaie s'est imposée avec un certain nombre de limites
qu'on a relevés dans le système bancaire et financier international. Vous savez qu'en 2009, quand les BRICS naissent par exemple, en 2009 est né également le Bitcoin, qui est la première monnaie digitale qui est née en ce moment-là. Et que ce soit le groupe des G7 ou le groupe des BRICS, ces deux groupes prennent très au sérieux la question de la monnaie digitale aujourd'hui. Parce que le récent classement qui a été publié par un cabinet américain, Chainalysis pour ne pas le citer, a ressorti que les 20 premiers pays, parmi les 20 premiers pays qui ont adopté le Bitcoin et les crypto-actifs dans les transactions, il y a les États-Unis qui sont 5e. Vous avez les pays comme le Vietnam qui est en tête, les Philippines, l'Inde est 4e. Tous ces pays qu'on a cités là pratiquement sont dedans. La Chine, la Russie, le Brésil, le Nigeria pour le compte de l'Afrique. Vous avez le Kenya aussi en Afrique. Vous avez les pays comme la Turquie, l'Argentine, etc. Tous ces pays sont parmi les 146 pays qui ont été pris en compte dans cette étude, des pays qui utilisent davantage les transactions à travers le Bitcoin. Alors, je vais vous donner un ou deux chiffres, si vous permettez, pour voir jusqu'à quel point cette question est davantage préoccupante pour les États. Alors, si vous regardez, parlant du Bitcoin, aujourd'hui, on a plus de 25 000 cryptos actifs. Hein. Il y a toute une bourse pour ça. Le Bitcoin est majoritaire avec plus de 42% de capitalisation boursière. Mais les transactions en Bitcoin par jour, c'est de l'ordre de 6 milliards de dollars américains par jour. 6 milliards de dollars américains en Bitcoin. Okay? Si vous regardez en fin 2022, les transactions financières qui ont été faites sur les principaux réseaux financiers. Les principaux réseaux financiers, c'est par exemple le réseau Mastercard. Mastercard, en 2022, c'est 7 700 milliards de dollars américains. D'accord? Visa Card, c'est 14 100 milliards de dollars américains. Et vous avez le Bitcoin qui, n'est-ce pas, a des transactions qui s'élèvent à 42 000 milliards de dollars américains. 2022, M. Ndoum. Quand on a les chiffres comme ceci, et en plus de ces chiffres, on a par exemple la Banque de règlement, des règlements internationaux, qui est la banque centrale des banques centrales, qui relève dans son étude de 2022 que 80% des zinzins, les zinzins, ce sont les investisseurs institutionnels, les banques, les établissements financiers, les caisses d'épargne, etc., les fonds de réserve. Donc, 80% de ces établissements spécialisés disent que les crypto-actifs seront de meilleurs actifs que les actifs traditionnels, c'est-à-dire conventionnels. Et 90% des banques centrales aujourd'hui sont déjà en train d'expérimenter ou ont déjà créé une monnaie digitale de banque centrale. Vous voyez pourquoi est-ce que cette question est éminemment importante en ce moment précis. Donc, si nous parlons de la monnaie et de la multipolarisation du monde, et nous parlons d'un nouvel ordre économique mondial, nous devons relever également un nouvel ordre monétaire mondial qui se cache derrière ce nouvel ordre qui se dessine devant nos yeux. Parce que bientôt, vous apprendrez que les BRICS ont décidé de créer une monnaie digitale qui va être adossée à la monnaie fiduciaire qu'ils ont déjà annoncée. Et dans le cas de la République centrafricaine, ce projet est d'ailleurs annoncé. Je crois qu'on a désormais un repérage, professeur Nicolas Agbo. Professeur, est-ce que cette fois-là, vous nous entendez? Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent à travers le monde. Bien. Professeur, la question justement de la monnaie de réserve mondiale est au cœur des échanges. Est-ce que les BRICS devraient absolument y penser pour permettre, notamment pour le cas des États africains, de pouvoir au mieux consolider leur rapport avec notamment avec les BRICS? Ceci. Nous sommes à l'amorce de nouvel ordre mondial multipolaire, avec tout ce qui s'est passé ou qui se passe encore en Ukraine, c'est-à-dire la guerre russo-ukrainienne, ou du moins c'est la guerre entre la Russie et l'Occident. L'occasion est
unique en son genre qui se présente à l'Afrique. L'Afrique qui a toujours été au bas de l'échelle, qui est toujours maltraitée. Donc, l'Afrique doit saisir cette occasion unique pour se donner les moyens objectifs de prendre sa place dans ce nouvel ordre mondial. Je m'explique. Nous parlons des BRICS. Et dans les BRICS, on parle même d'un 12 pays qui arrivent, qui demandent leur adhésion dans les BRICS pour la nouvelle monnaie des BRICS, etc. Et parmi eux, je citerai le Nigeria. Je me pose la question, qu'est-ce que le Nigeria va chercher? Le Nigeria peut être membre des BRICS, mais il y a la monnaie de l'Afrique à créer. Il y a, je répète, il y a la monnaie unique de l'Afrique à créer. Parce que, pour mémoire, pour que l'Afrique sorte de l'ornière socio-économique que nous connaissons aujourd'hui, il faut 3 solutions majeures auxquelles s'ajoute la 4e. Quelles sont ces 3 solutions? D'abord, créer la monnaie unique africaine. Ici et maintenant et tout de suite. Bien sûr qu'on vous parlera des critères de convergence macroéconomique, mais l'observation froide nous montre clairement de façon scientifique que toutes ces décisions dites macroéconomiques ou les critères de convergence, tout ça, ça ne tient pas la route. Pourquoi? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Regardons les États-Unis d'Amérique avec le dollar américain. C'est tout simplement, depuis que les 13 colonies anglaises ont pris leur indépendance politique, ont pris de la distance vis-à-vis du colonisateur anglais, ils ont créé leur monnaie unique américaine et depuis ce jour, tous les pays, aujourd'hui ils sont 50, tous les autres pays qui entrent dans cet État fédéral, ils utilisent le dollar et ça ne pose aucun problème. Il n'y a pas de critères de convergence. Deuxième exemple, c'est celui du Canada, 10 provinces qu'on a, enfin 10 pays. Le dollar canadien, c'est pas des décisions politiques, c'est-à-dire c'est le Congrès, comme ça a été le cas des Américains. Troisième cas, c'est celui de la Chine en 1949. Avant 1949, les Chinois, qui étaient moins de 500 millions de personnes, mouraient de faim. Quand Mao Tse-tung et ses amis ont pris le pouvoir d'État, ils ont mis fin, à toutes les monnaies préexistantes. Ils ont créé la Banque populaire de Chine qui appartient à l'État chinois. Aujourd'hui, la Chine, qui est peuplée au minimum de 1,4 milliard de personnes, eh bien, l'État chinois met en mouvement, sinon donne les moyens objectifs aux citoyens chinois pour créer des richesses. Aujourd'hui, officiellement, la Chine est la deuxième puissance économique du monde. C'est elle qui prête de l'argent aux États-Unis, etc. Parce que ce qui est au cœur de tout ça, c'est l'argent qu'on appelle la monnaie. Le 4e exemple, c'est celui de la Suisse. Il y avait 860 monnaies différentes dans l'État fédéral chinois et suisse. La Suisse, rappelons-le, c'est 26 pays qu'on appelle 26 cantons. Et il y avait 860 monnaies différentes. Par la décision politique prise par l'État fédéral, ils ont supprimé tout ça sans aucun critère de convergence et ils ont mis en place le franc suisse géré avec une rigueur scientifique au point que n'importe qui dans le monde qui veut garder son argent, sinon son épargne, en lieu sûr, va la cacher en Suisse. Ça, c'est le 4e exemple. Le 5e exemple, c'est celui de l'État et c'est celui des francs des colonies françaises d'Afrique qu'on appelle le franc CFA. Quand le général de Gaulle, après la conférence de Bretton Woods, a vu que ses intérêts étaient menacés, ou du moins les intérêts de la France, eh bien, a dit à son ministre de l'économie et des finances, René Pleven, et à son ministre des colonies, Jacques Soustelle, de lui préparer un projet de loi de création de la monnaie qu'on appelle le franc des colonies françaises d'Afrique. Quand ce projet a été prêt, eh bien, le général de Gaulle, sans passer même par l'Assemblée nationale, car, rappelons-le, la monnaie appartient toujours et toujours au peuple,
Donc, il faut demander l'avis du peuple, ne serait-ce que même, soit par référendum ou bien par la voie parlementaire. Mais le général de Gaulle, par décision politique, a créé donc le franc des colonies françaises d'Afrique, conformément à l'article 1 du décret 45-01-36. Et ce franc CFA nous a été imposé. Lorsque des pays concernés ont pris leur indépendance politique, ils ont rejeté ce franc des colonies françaises d'Afrique. Malheureusement, il existe ici et maintenant, où je vous parle à la seconde, 15 pays africains qui se complaisent dans le nazisme monétaire, car le franc CFA n'est rien d'autre que la reproduction effective de la monnaie nazie dont la France a été victime. Et enfin, le sixième exemple, c'est la République fédérale de la Russie. Quand la Russie a été démantelée en 1991, eh bien, les 26 pays qui sont restés ensemble pouvaient créer chacun une monnaie, mais ils ont décidé de conserver ce qu'on appelle le rouble russe. J'insiste sur le mot russe et non pas le rouble soviétique. Voilà. J'ai donné ces exemples pour dire quoi? C'est une décision politique que les Africains doivent prendre. Au lieu de se complaire dans le statut de subordination aux autres puissances, les Africains, ici et maintenant, doivent décider politiquement de battre la monnaie unique africaine. Quand elle aura pris et quand cette décision aura été prise, elle sera garantie par la valeur synthétique des matières premières stratégiques que détiennent les Africains, l'or, le diamant, le cobalt, etc. Mais retenons simplement l'or et le diamant. Si on retient ça, on dira aux pays africains d'apporter chacun 30 tonnes d'or par an. Et d'ici 81 ans, on aura 131 220 tonnes d'or. Mais au lieu d'attendre 81 ans, on demande tout simplement à l'Ouganda, qui détient à lui seul, et suivez mon regard, 31 millions de tonnes d'or à l'instant où nous parlons. On demande tout simplement, Ouganda, il faut nous sauver. Décaissez-nous les 131 220 tonnes d'or et nous allons vous rembourser à dose homéopathique ou alors avec des moyens que nous détenons. Le coltan pour la RDC, le cacao par la Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Ce sont des négociations. Mais le problème qui est posé, c'est quoi? Les Africains meurent de faim. Les Africains ont tout. Mais ils passent leur temps à parler sans prendre les décisions. Donc, quand on aura cette monnaie unique qui va dormir dans une maison qu'on appelle la Banque centrale africaine, cette Banque centrale africaine va coîter toutes les banques centrales nationales. Lesquelles banques centrales nationales ou communautaires coîtent les banques commerciales qui sont en relation directe avec les agences économiques qui sont les ménages, les entreprises, les collectivités, etc. Et à partir de là, la décision, autrement dit, la politique monétaire sera menée par la Banque centrale africaine qui va donner des moyens objectifs à tous ces agents économiques pour entreprendre et combattre avec efficacité la pauvreté socio-économique qui nous ridiculise. Cela veut dire quoi? C'est grâce à cette monnaie unique africaine, nous allons satisfaire nos 14 besoins essentiels. En un mot, nous allons industrialiser les économies africaines. Que veut dire industrialiser pour ceux qui nous écoutent? Ça veut dire prendre toutes les matières premières, agricoles, minières, minérales et énergétiques, les transformer en des produits finis. Lesquels produits finis génèrent de la richesse qu'on appelle la valeur ajoutée, lesquelles valeurs ajoutées éliminent la pauvreté. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que premier besoin à satisfaire, il faut manger. Manger veut dire élever des industries alimentaires. Parce que nous allons transformer toutes les ressources agricoles en des produits finis. Deuxièmement, ça veut dire boire. Boire veut dire accéder à l'eau courante, à l'eau potable, à donner de l'eau à tous ceux qui vivent en Afrique. Donc, une industrie de l'eau. Troisièmement, il faut s'habiller. S'habiller veut dire élever des industries de textile. Faire en sorte que les bas de coton ne prennent plus le chemin de l'exil,
ne prennent plus le bateau, mais rentrent dans les usines des textiles en Afrique et sortent les produits finis pour permettre aux Africains de bénéficier des valeurs ajoutées. Et quatrièmement, ça veut dire se loger. Se loger veut dire créer des millions, et j'espèse mes mots, des millions et des millions de logements de tout standing avec une vision claire. D'ici 10 ans, nous ne voulons plus de taudis sur le continent africain et nous pouvons le faire. Pourquoi? Parce que nous avons de l'espace vital. Pourquoi? Parce que nous avons de la main-d'œuvre. Et surtout, pourquoi? Parce que nous avons notre propre argent. On a besoin de personne. Enfin, cinquièmement, dans la maison, il faut mettre la lumière. Donc, s'éclairer. Les énergies renouvelables sont là. Je passe sur les détails, c'est-à-dire l'énergie solaire, l'énergie hydraulique, la biomasse, la géothermie, etc. Sixième besoin, se déplacer. Se déplacer veut dire construire les véhicules. Les véhicules et septièmement, comment on appelle? Les routes. Ce n'est pas la main-d'œuvre qui manque. On aura les moyens objectifs pour construire toutes ces routes. Et quand je dis route, ce n'est pas seulement les routes par terre, par mer, par air, etc. Je vais très vite. Et surtout, financer l'éducation. Il n'y a pas de développement d'un pays sans éducation. Pourquoi nous sommes obligés de mendier toujours la main-d'œuvre étrangère qui nous coûte extrêmement cher et qui contrôle toutes nos matières premières? Donc, parce que nous avons l'argent, nous avons notre propre argent, nous pouvons financer l'éducation nationale, faire en sorte que tous les cerveaux dont nous avons besoin puissent venir, puissent non seulement sortir de l'Afrique, mais faire appel à tous les afro-descendants, quelles que soient leurs compétences, de venir en Afrique, contribuer au développement de l'Afrique. Et nous avons les moyens pour les payer. Ensuite, nous allons financer ce qu'on appelle la santé. La santé, l'homme est composé. Alors, donc, je ne sais pas, la santé. Au niveau de la santé, ça veut dire qu'il y a 3 éléments. Construire les centres de soins primaires dans les campagnes, construire les hôpitaux et les dispensaires dans les villes et affecter le personnel soignant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, financer ce qu'on appelle les laboratoires pharmaceutiques pour que les Africains soient capables de produire eux-mêmes leurs propres médicaments. Et troisième élément de la santé, c'est tout simplement, après les laboratoires pharmaceutiques, être capable d'asseoir la sécurité sociale pour que quiconque est malade aille voir le médecin sans trembler, mais se fasse rembourser. Or, la main-d'œuvre, sinon la population est à 70% jeune, c'est-à-dire moins de 30 ans. Donc, une sécurité sociale assise, gérée avec une rigueur, serait nécessairement excédentaire. Et enfin, nous allons financer la défense et sécurité. L'Afrique connaît l'humiliation depuis 7e au 20e siècle, donc pendant 14 siècles, avec les arabo-musulmans d'une part et d'autre part avec les Européens qui nous ont mis en esclavage pendant 5 siècles consécutifs. Et pourquoi tout ça? Parce que nous sommes incapables de nous défendre militairement. Aujourd'hui, le nouvel ordre mondial qui s'ouvre devant nous, et nous ne devons pas rater cette occasion unique. Nous devons, avec notre monnaie, acheter des armes puissantes au niveau des grandes puissances comme la Russie, comme la Corée du Nord et avec toutes les autres puissances. Parce que n'oublions pas, les Occidentaux qui nous ont mis en esclavage, il est hors de question de permettre à un esclave de s'armer. Parce que s'il est armé, il peut tuer le maître. L'occasion est unique en son genre. Si nous ratons cela, nous ne devons pas nous apprendre à Dieu, parce que nous aimons tellement ce mot. Nous devons nous apprendre à nous-mêmes. Et je dis et je répète, pour acheter les armes, il faut de l'argent. Mais mieux,
Non seulement nous allons acheter dans l'immédiat des armes, mais nous devons nous former nos militaires, faire en sorte que, avec une vision claire, qu'il ne faut pas jouer à l'angélisme dans ce monde, donc former, ouvrir les centres militaires, etc., les bases militaires, et former les Africains sur le plan militaire pour qu'ils soient capables de produire eux-mêmes des armes puissantes et rendre l'armée fédérale africaine invincible. J'insiste sur le mot invincible. Et c'est grâce à tout ça, nous allons aussi financer, et je parle très vite parce que ça mérite des grands développements, les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, grâce à ces nouvelles technologies de l'information, on peut déclencher les cyberattaques, etc. Les cerveaux brillants existent en Afrique. Les inventaires existent en Afrique. Ce qu'ils demandent, c'est d'être financés. Et ça, si nous avons l'argent, tout est possible. Ce qui nous permet donc de financer un des besoins qu'on appelle la recherche et le développement. Le pays qui dépose le plus de brevets au monde, hier, c'était les États-Unis, aujourd'hui, ce sont les États, non, c'est la Chine. Si nous donnons les moyens objectifs, nous pouvons financer tout ça et non seulement nous allons égaler la Chine, mais nous pouvons même dépasser la Chine. Et enfin, nous allons financer la recherche et le tourisme. Et enfin, je passe très vite, nous allons financer la ZELCA, la zone de libre-échange du continent africain. C'est un vaste marché de 2 milliards de personnes. Quand les produits sont finis et qu'ils sont disponibles, même si on ne veut pas, même si ceux à qui nous voulons vendre à l'extérieur, les Occidentaux ne veulent pas acheter, mais nous-mêmes les Africains, nous allons satisfaire nos besoins, nous allons les consommer eux-mêmes, parce qu'on développe le pays avec les produits finis qui seront mis à la disposition des 2 milliards de personnes. Donc nous allons financer ce vaste marché. Ça donne des opportunités immenses à tous les entrepreneurs africains, à tous les ménages, à tout le monde. Et enfin, nous allons financer non seulement la ZELCA, la zone de libre-échange du continent africain, mais nous allons aussi financer l'Union africaine. L'Union africaine est ce qu'il est et ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'elle dépend, comme l'avait dit son secrétaire Jean-Ping, à 87% de l'aide extérieure. Nous allons mettre fin à tout ça. Nous voulons, avec nos propres moyens, avec notre propre argent, avec notre monnaie, nous allons financer l'Union africaine pour que, justement, l'Union africaine soit capable de parler à l'impératif. Ce qui nous amène, après avoir satisfait ces besoins essentiels, donc, nous allons, je répète, et c'est là que je m'arrête vers la conclusion, non seulement, je disais, créer la monnaie unique africaine, 2, industrialiser le pays, c'est ce que je viens de développer. Troisièmement, eh bien, financer l'unité africaine, l'union politique africaine, c'est-à-dire l'État fédéral africain. Cela veut dire, c'est une décision politique. Comment? On met simplement une ceinture politique autour de ces 54 pays africains et on affecte l'État fédéral africain en tant que personne morale est né. Et on lui affecte 6 compétences. Quelles sont ces 6 compétences? La première compétence, comme nous formons un seul État, donc ceux qui ne font pas partie de nous, eh bien, on a une douane, une frontière avec eux. Donc, la douane, la frontière, tout ça, c'est géré par l'État fédéral africain. La deuxième compétence, nous sommes un seul pays désormais. Donc, tout ce qui est la diplomatie, eh bien, on a la même ambassade comme les États-Unis et ainsi de suite. Troisième compétence, les PTT, postes et télécommunications. Quand vous écrivez aux États-Unis, vous envoyez un colis, vous achetez un seul thème, on fera la même chose. Ça, c'est ce qu'on appelle les compétences naturelles. À cela s'ajoutent 3 autres compétences. Quelles sont ces 3 autres? Eh bien, la 4e compétence, nous avons l'armée fédérale africaine qui va mettre hors d'état de nous, tous ces djihadistes, tous ces rebelles, etc. Et on aurait une paix assurée. Quiconque touche à l'un d'entre nous, il a affaire à nous tous. Voilà les solutions réelles. Et nous sommes là, nous regardons ailleurs. Donc, la 4e compétence. La 5e compétence, tout naturellement, nous sommes un même pays, on
on a la même monnaie. La même monnaie. Et la sixième compétence, eh bien, nous prenons tout simplement cet argent pour l'industrialisation de toutes les économies africaines. C'est-à-dire, on écrit dans la loi des lois de chaque pays membre de l'Union, de l'État fédéral africain, l'obligation, je dis bien l'obligation de transformer sur le sol africain toutes les matières premières en produits finis. Et ce sont les produits finis qu'on peut vendre. Ce sont des décisions politiques. Encore faudrait-il avoir le courage et l'audace de sortir de l'ornière socio-économique qui a été dressée contre nous depuis la conférence de Berlin de 1884-1885. Une fois, nous avons fait ça. Mais nous allons, à partir de là, je reprends, pour que ça soit clair dans l'esprit des uns et des autres, la monnaie unique africaine. 2, l'industrialisation. 3, l'État fédéral africain. Et enfin, 4, eh bien, c'est la résurgence du passé glorieux de l'Afrique qui a fécondé toute l'humanité. Et ceci sur tous les plans, car rappelons-le, c'est l'Afrique qui a inventé toutes les brillantes civilisations mondiales que nous connaissons. On connaît désormais les tricheries, tout ce qui est la civilisation pharaonique égyptienne, etc. Mais qui a inventé l'écriture? C'est l'Afrique. Qui a inventé le monothéisme? C'est l'Afrique. Qui a inventé toutes les lois, c'est-à-dire toutes les sciences, dont les mathématiques, l'astronomie, etc. Ce sont les Africains. Et si je peux me permettre de choquer encore certaines personnes, eh bien, il y a un brillant qu'on appelle Slante, Pablo, qui a démontré ici, il n'y a pas longtemps, que l'homme complet, l'homme pur, l'homme qui a toutes les facultés au grand complet, c'est l'homme noir. D'accord. À l'opposé se trouve l'homme qui est l'homme blanc qui porte en lui les germes du Néandertal. Merci. Et ça, c'est ça qui a permis aux Africains, je conclus, qui a permis aux Africains de faire preuve de toutes ces démonstrations que nous connaissons. Et je termine en rappelant que notre sœur aux États-Unis d'Amérique a pu démontrer à la face du monde que quand on coupe le cerveau, on trouve ce qu'on appelle la matière noire, qui est le siège de l'intelligence. Et on parle de la matière grise, mais c'est la matière noire. Et depuis la Terre, et c'est démontré maintenant scientifiquement que le centre, c'est-à-dire le taux de mélanine, qu'on appelle la neuromélanine, ce taux-là est le plus concentré, le plus pur, le plus élevé qui puisse exister chez l'homme noir. Ça veut dire, de la tête jusqu'aux pieds, l'exubérance de la mélanine chez l'homme noir est l'expression même de l'intelligence. Donc, arrêtez d'avoir le complexe d'infériorité devant quiconque, car toutes les espèces humaines, et c'est démontré encore scientifiquement, viennent de l'Afrique noire. Merci infiniment, vous professeur. Aujourd'hui, avec la nouvelle ère qui naît, que les Africains inventent une monnaie, prennent ces 4 décisions. Sinon, les 3 premières décisions, battre la monnaie, industrialiser le pays, s'unir politiquement et financer la résurgence du passé glorieux de l'Afrique. D'accord. Merci infiniment, vous, professeur Nicolas Gbou, professeur François Ndegou. On est en train de sortir et la question, effectivement, monétaire est assez importante pour le professeur Nicolas Gbou. Avant que d'évoquer, effectivement, une véritable monnaie de réserve mondiale de la part des BRICS, il faille absolument que l'Afrique aille cette fois-là en rang serré dans ce véritable boulevard économique en mettant effectivement sur pied une monnaie unique africaine. Votre avis là-dessus, je vous en prie. Je crois que la question monétaire est centrale et elle avait été vue très très tôt depuis le sommet de Casablanca, le groupe de Casablanca. Ils avaient pris 4 décisions. Vous savez, c'était le groupe qu'avait convoqué à Casablanca en février 1961
le roi Mohamed V, avec 4 de ses collègues, Kwame Nkrumah du Ghana, Modibo Keïta du Mali, Ahmed Sékou Touré de Guinée, et puis Nasser, Gamal Abdel Nasser. Ils se sont réunis et ils ont produit ce qui, à mon avis, est le meilleur document sur l'unité africaine qui existe jusqu'à ce jour. Et ils avaient prévu, c'est un document très court, malheureusement, ça tient en 2 pages. Mais pour moi, c'est le meilleur document sur l'unité africaine. Et dans ce document, ils prévoyaient notamment, on parle aujourd'hui notamment d'une armée africaine, ils avaient prévu, entre autres, un haut commandement militaire, et ils envisageaient déjà la question de l'unité africaine. C'était des gens très pragmatiques qui avaient vu des choses beaucoup plus en avant. La question monétaire est revenue au mois de mai 1991 dans le traité d'Abuja, où les dirigeants africains ont adopté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne devrions plus être en train d'en discuter, puisque c'est une décision qui a été déjà actée par les chefs d'État. La question à Abuja, qui a été en 91 et qui est entrée en force, je crois, en 93. Plus important encore, quand on a créé l'Union africaine par son acte constitutif à Lomé au Togo en juillet 2000, donc il y a 23 ans, l'article 19 de l'acte constitutif crée 3 institutions financières. Et je dis qu'il y a la signature de tous les dirigeants africains, de plus d'une cinquantaine de dirigeants africains, sur cet acte constitutif, donc, qui crée entre autres la Banque centrale, le Fonds monétaire africain, la Banque centrale africaine, le Fonds monétaire africain, et puis la Banque des investissements africains. Ben, on peut se poser la question, quelle est la valeur de la signature des dirigeants africains s'ils prennent une décision et 23 ans plus tard, ils n'ont même pas commencé à appliquer. Celle qui était sur le point d'être appliquée, c'était la Banque des investissements africains, dont le siège était à Sirte, à Tripoli. Le siège était déjà donné, je veux dire le headquarter. Le bâtiment était prêt, ils avaient déjà avancé dans la signature des documents constitutifs, les statuts étaient déjà décidés et ils étaient prêts. Pourquoi? Parce que derrière, il y avait Kadhafi qui poussait de tous ses efforts et il avait une vision très très claire et évidemment, c'est une des raisons, vous savez, qu'on a vu entre autres un mail pendant le Wikileaks de Madame Hillary Clinton, cette petite diablesse qui a couru, que le projet de Kadhafi était donc abattre Kadhafi. Parmi les raisons pour fallait l'abattre, il y avait ces raisons. Les gens ont dit une raison monétaire, mais en fait, c'était que Kadhafi avait poussé pour créer la Banque des investissements africains qui est le plus avancée. Alors, on a un grand pays comme le Nigeria. On doit se poser la question, quel est le rôle du Nigeria dans tout ça? Le Nigeria, c'est naturellement un géant au niveau de l'Afrique par sa dimension, sa démographie, la qualité de ses hommes, parce que les Nigérians sont des gens très, très cultivés. Aux États-Unis, ici, il n'y a pas eu une université où vous ne trouverez pas de professeurs du Nigeria. Dans leur sagesse, les dirigeants africains avaient réparti géographiquement les sièges des différentes institutions. Le siège de la Banque centrale devait être donc, pas devait, est à Abuja, au Nigeria. Donc ça veut dire que depuis 22 ans, 23 ans, le Nigeria aurait dû pousser ceci pour avancer. Modestement, à ma place, j'ai eu l'occasion de rencontrer le président Buhari lui-même, lors de sa première visite à Paris. J'ai été introduit par un ambassadeur nigérien qui connaissait un peu mes travaux sur les questions monétaires. J'ai essayé, j'ai demandé au président, mais écoutez, votre pays a été choisi unanimement comme le siège de la Banque centrale africaine, et ce qui vous donne un rôle majeur dans cette histoire. Vous devez pousser pour la création de la monnaie unie africaine. Mais j'avais l'impression que j'avais en face de moi quelqu'un qui n'était même pas au courant de la question. Vraiment, je parle avec beaucoup de respect pour le président Buhari, mais il tombait quasiment des nues. Donc, vous voyez que les dirigeants africains, et vous pouvez poser la question à tous les autres dirigeants africains,
On ne peut pas seulement dire je suis président de la République, j'ai le pouvoir, mais quand il y a une décision sérieuse, ils se cachent ou ils ne viennent pas commenter. Combien de présidents africains sont venus devant leur population expliquer les enjeux des questions monétaires et dire voici, moi j'ai signé pour la création parmi les statuts de l'Union africaine et dont la création de la Banque centrale africaine, c'est-à-dire de la monnaie unique africaine, et voici où nous en sommes 23 ans plus tard. Simplement, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas le sens de l'urgence et vraiment, c'est très, très dommage, surtout dans une conjoncture comme celle-ci. On parle maintenant beaucoup de la monnaie du BRICS. Regardez comment les choses vont s'accélérer. Regardez, on n'a pas en moins d'un an, je suis sûr que d'ici 1 ou 2 ans, la question sera réglée. Pourtant, nous avons en face des pays disparates qui sont déjà des pays très puissants, chacun d'eux. La Chine, qui est la première économie mondiale, dire que c'est les États-Unis, moi je ne crois pas, mais ce n'est pas le débat. Dans mes calculs, les États-Unis, à l'heure aujourd'hui même, ne sont même pas la 5e position en termes de puissance économique. Parce que la manière de calculer le PIB est très faussée et ne reflète pas la réalité de l'économie. On peut calculer le PIB par des manipulations monétaires et en jouant sur les avoirs financiers et le fait du dollar, mais la production réelle de la richesse, les États-Unis, de mon point de vue, ne sont même pas parmi les 5 premiers pays du monde. Si vous regardez, par exemple, la structure du PIB des États-Unis, vous verrez que le gonflement excessif des services, par exemple, les services hospitaliers, vous allez voir les assurances, vous allez voir les services d'avocats et compagnie, donc ça gonfle artificiellement le PIB américain. Alors qu'en termes, ce qui pourrait être un indicateur, c'est le PIB industriel et de la production agricole et des biens réels et matériels. Bon, mais ça, c'était de l'accessoire. Je me centre sur le problème de la monnaie et qui est majeur et auquel, malheureusement, les dirigeants africains n'apportent pas l'attention qu'il faut. Vous avez vu l'histoire avec la zone de libre-échange économique continentale. Je dois vraiment féliciter le président Youssoufou. Et les Africains ne s'en rendent pas compte. Le président Youssoufou du Niger a fait un travail formidable. Et je crois que les Africains devraient lui dire merci. Parce qu'il n'y a pas, depuis qu'on a créé l'OUA en 63, le 25 mai 63, il n'y a pas eu une organisation qui a abouti à son résultat aussi rapidement. La décision de créer la ZLECA coulait déjà dans l'air, mais c'est à Kigali, en 2018, je crois, que la décision a été coagulée et actée. Et alors, les chefs d'État africains ont nommé comme le responsable, le champion pour la ZLECA, le président Youssoufou. Je dois dire qu'il a fait un très, très bon travail. Il a fait un travail magnifique et nous avons cet outil qui n'est pas parfait. Il y a beaucoup de choses à redire et moi-même, pendant que j'étais à la réunion de Kigali, j'avais donné modestement mes réserves pour cela, parce que je crois que pour qu'une zone de libre-échange continentale comme celle-là, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faudrait, par exemple, s'assurer sur le droit de la concurrence. Il y a des problèmes techniques dont il faut s'assurer. Il faut que la question monétaire, comment faire pour expulser le dollar déjà des transactions intra-africaines, c'est-à-dire les systèmes de paiement, etc. Donc, nous avons, avec le cas de la ZLECA, un exemple réussi, malgré encore tout ce qu'il y a à faire, parce que derrière, il y avait un homme qui a impulsé de la même façon que le Kadhafi était en train d'impulser la création de la Banque des investissements africains. Et le siège du Fonds monétaire africain, c'était à Yaoundé. On attendait que les dirigeants camerounais poussent pour que le Fonds monétaire africain voit effectivement le jour. Aujourd'hui, nous n'avons rien et il n'y a pas. Vous n'avez jamais entendu un ministre camerounais, le ministre des Finances ou de l'économie, venir vous dire voici où en sont nos efforts pour faire aboutir. L'Afrique nous a confié le siège du Fonds monétaire africain à Yaoundé. Nous, gouvernement camerounais, voici de ce que nous faisons au nom des Camerounais et au nom de l'Afrique. Ça n'existe pas. C'est dommage.
les gens ne font pas face à leurs responsabilités. Et il y a plus grave, pour ce qui concerne actuellement celui qui est le responsable des institutions, le champion parmi les chefs d'État africains pour les institutions financières, c'est le président du Ghana. Et hélas, vous ne l'avez jamais, c'est-à-dire que c'est lui qui devrait avoir en charge de pousser pour avancer dans la direction de la création de ces institutions. Comme encore une fois, l'exemplaire président Youssoufou a fait et a réussi par sa persévérance et sa capacité de conviction à nous amener, à nous donner cet outil qu'on appelle la ZLECA. Le président Nana Akufo-Addo du Ghana est défaillant sur ce domaine qui est pourtant crucial et qui l'est encore plus dans la conjoncture, la nouvelle conjoncture géopolitique et géoéconomique actuelle. Et pour cela, je vais faire une citation avant de m'arrêter. Je suis meurtri de voir que le président du Ghana n'arrive pas à réaliser cela, parce que le Ghana, ce n'est pas n'importe qui. Le Ghana, c'est le pays du président Nkrumah. Et je vais vous citer ce que disait le président Nkrumah. J'ai retrouvé cela la veille de la création de l'Union africaine. Et je crois que vraiment, les gens, on parle le nom de Nkrumah, mais on ne sait pas comment nous avons perdu de n'avoir pas pu suivre la vision de ce monsieur. Voyez-vous, avant que les chefs d'État n'arrivent au Ghana, à Addis Abeba pour la réunion cruciale qui devait mener à la création de l'Union africaine, le président Nkrumah a envoyé son ministre des Affaires étrangères par avance et pour voir les dirigeants éthiopiens et l'empereur Haïlé Sélassié. Il a supplié ces gens. Il a dit, s'il vous plaît, mettons un seul point à l'ordre du jour. L'unité de l'Afrique. Ne discutons pas d'autre chose. Nous devons discuter d'une chose, l'unité de l'Afrique. Parce que nous pouvons nous prétendre tous indépendants, souverains, tout ça, mais ça ne vaut rien du tout. Notre indépendance individuelle ne vaudra rien du tout. Dès que nous aurons le moindre problème, nous ferons appel aux colonialistes. Si on a des problèmes de sécurité, nous ferons appel aux colonialistes. Si on a des problèmes économiques, nous ferons appel aux colonialistes et aux esclavagistes. Si nous avons des problèmes entre nous-mêmes, ils vont créer des problèmes entre nous. Alors que si nous nous unissons, nous pourrons échapper à ces problèmes et du coup, nous serons forts. Donc, le président Nkrumah a envoyé une délégation avec son ministre d'abord pour demander cela. On le lui a refusé. Lui-même, il est arrivé. Il a mené les débats, il a parlé énormément. J'invite les Africains à aller relire les discours de Nkrumah et l'activité de Nkrumah avant la création de l'Union africaine. La veille de la création de l'Union africaine, le 25 mai, il a encore fait un discours magistral. J'invite vos lecteurs, vos téléspectateurs, et j'invite tous les Africains à aller lire ce discours. Je retiens un seul petit passage que je vais lire en 2 secondes. Il dit, the unity of our continent, no less than our separate independence, will be delayed if indeed we lose with the colonialism. C'est-à-dire que l'unité de notre continent et dont notre force sera rejetée à plus tard, delayed, donc sera relayée à un moment inédit si nous ne nous unissons pas. Et il dit encore, the social and economic development of Africa will come only within the political kingdom of not the other way around. Et ce qu'il appelle ici par political kingdom, c'est en fait l'unité. Et il dit cette chose très vraie, qui est encore plus vraie aujourd'hui, et qui lui donne raison, presque 60 ans plus tard. C'est-à-dire qu'il dit, si nous n'avons pas l'unité, nous ne pouvons pas avoir de développement économique, ni de développement, on ne pourra pas parler de souveraineté, parce que les compétiteurs étrangers sont déjà beaucoup plus forts et s'arrangeront toujours pour nous maintenir divisés et pour nous dominer. Moi, je pense que Nkrumah, malheureusement, a perdu lors de cette décision. Il y avait des gens comme Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire et les gens du Nigeria qui sont venus avec un faux plan qu'on appelait le plan de Monrovia. Et c'est le plan de Monrovia qui a triomphé parce qu'on disait c'est des gradualistes. Il faut d'abord que nous réfléchissions, nous faisions des blocs, etc. Les blocs de l'Est, les blocs du centre, et après les blocs vont se rassembler. Mais vous voyez que tout ceci, ça n'a abouti à rien du tout. Et Nkrumah, qui avait déjà une vision claire, il a appelé cette création de blocs, il a dit c'est la balkanisation en grand.
Vraiment, il a dit, vous pensez que vous allez faire des blocs, mais les blocs vont se durcir. Et même, il se sera même plus difficile de communiquer entre eux. Et voyez l'exemple de l'Afrique du CFA. Avant, c'était même possible qu'on utilise des CFA du Cameroun en Côte d'Ivoire ou inversement. Mais il y a même une régression de ce côté, ce qui donne encore plus raison en Nkrumah. Parce que vous avez cru que vous allez faire les blocs, ce qu'on appelle aujourd'hui les RIC, les Regional Economic Communities, mais ça ne résout pas le problème de l'unité. Donc, vraiment, pour moi, c'est la question centrale. Et je voudrais terminer une seconde avec notre ami qui a parlé tout à l'heure. Je prie de m'excuser que je sois un petit peu en désaccord avec lui sur la question des bitcoins. Mais si vous nous donnez l'occasion, je pourrais expliquer pourquoi, de mon point de vue, les bitcoins sont un danger et que les pays africains devraient éviter parce que ça ne répond, ça ne correspond pas à une monnaie. C'est un outil. Vous avez parlé des zinzins. Les zinzins, ce ne sont pas les investisseurs institutionnels, ce ne sont pas les ménages, ce ne sont pas les entreprises. Eux, ils ont pour but de spéculer. Les bitcoins, comme dont vous parlez, ce sont des outils de spéculation. Mais pour faire avancer une économie, on ne fait pas avancer une économie sur un outil de spéculation. Tout étudiant de première année de sciences économiques va vous donner les 3 valeurs de la monnaie. Le bitcoin ne remplit qu'une seule de ses valeurs, de ses attributs, de ses fonctions, en savoir que c'est une réserve de valeur. Mais comme moyen d'échange, quelque chose qui aujourd'hui peut valoir 10 et le lendemain 10 000 et après-demain 4 000, vous ne pouvez pas bâtir une économie là-dessus. Deuxièmement, vous ne contrôlez pas le bitcoin. Moi, je veux, quand moi je veux une monnaie, ce n'est pas un amusement. Les zinzins, c'est des entreprises privées, c'est des entrepreneurs privés qui spéculent, qui peuvent perdre et tout cela. Mais quand vous avez la responsabilité d'un État, d'une nation, c'est-à-dire la vie de centaines de milliers de millions de personnes, vous ne vous amusez pas à spéculer. Imaginez que le bitcoin s'effondre, qu'est-ce que vous allez faire? Enfin, ensuite, autre raison, le risque de contrepartie. Au moins, quand vous avez une monnaie, vous connaissez la maison qui a émis cette monnaie, qui est en général la banque centrale, vous savez à qui vous prendre. Mais si le bitcoin s'effondre, vous n'avez qu'à vous plaindre à vous-même. Et puis vous allez vous faire que des millions de personnes de la population, les millions d'entreprises qui se sont engagées sur le bitcoin vont se retrouver sur la rue et ne sauront pas à qui s'en prendre. Et d'ailleurs, si vous avez suivi l'activité du bitcoin avec le scandale de FTX, qui s'est écroulé récemment aux États-Unis et le responsable va probablement aller en prison. Il y a des scandales à venir. Donc, nous devons être très, très prudents. Moi, je suis un opposé, je suis un opposant au Bitcoin comme une monnaie d'un État. Je dis bien d'un État. Les individus ou ceux qui veulent prendre des risques, les zinzins, comme vous dites, ils peuvent s'engager dans les Bitcoins, mais les Bitcoins ne peuvent pas servir comme outil monétaire pour un pays, c'est trop dangereux, surtout que nous n'avons aucun contrôle dessus. Et figurez-vous, si vous n'avez pas un contrôle dessus, et vous imaginez que ce n'est pas le cas des États-Unis ou d'autres pays qui, eux, malgré tout ce qu'on dit, ils ont un contrôle de ces outils-là. Et à tout moment, ils peuvent les manipuler dans un sens ou dans un autre. Vous avez la vraie richesse. Et notre ami l'a dit tout à l'heure. Vous avez de l'or, vous avez du diamant. Le professeur Bou vient de préciser, vous avez des terres fertiles, vous avez toutes les conditions, toutes les ressources pour avoir la vraie richesse. C'est ça la vraie richesse. Le bitcoin, ce n'est pas une richesse. Donc, il vous suffit, et c'est une richesse que vous contrôlez, que la nature ou ceux qui croient en Dieu, que Dieu a mis sous vos pieds, vous n'allez pas aller spéculer sur du vent que les autres ont construit ou sur des logiciels d'informatique qui sont inventés ailleurs et sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Donc, je suis très, très prudent et je déconseille fermement que l'emploi des bitcoins comme une monnaie nationale. Par contre, le bitcoin est différent de la monnaie de banque centrale qui aura sa version électronique. La monnaie électronique de banque centrale, ce n'est pas du tout le bitcoin. Et il y a là une confusion peut-être, mais on n'a pas le temps d'expliquer cela. Je voudrais m'arrêter ici en vous remerciant de m'avoir donné la parole.
revenir dans nos prochaines éditions de débat pour voir un peu plus clair sur ces différentes monnaies numériques qui sont un peu plus nombreuses aujourd'hui. Nous allons sortir de ce sujet premier, j'entends par avec M. Awadon Melo. Bien des choses ont été dites. M. Awadon Melo, et d'ailleurs il y a cette sortie de l'ambassadeur itinérant pour l'Asie et les BRICS au ministère sud-africain des Affaires étrangères qui rassurait d'ailleurs que eh bien, les BRICS vont d'ici les 10 prochaines années parvenir donc à la mise en place d'une véritable monnaie de réserve mondiale au cours donc, de ces 10 prochaines années. Mais on a su avec beaucoup d'intérêt pour les professeurs, les précédents intervenants, notamment le professeur Nicolas Gbowou, qui souhaiterait notamment que l'Afrique, elle également, puisse véritablement mettre en place une dynamique de souveraineté économique avec notamment cette monnaie unique africaine qui permettra notamment de pouvoir davantage en bénéficier. Est-ce qu'au cœur des BRICS, on travaille véritablement ces dynamiques avec notamment les États africains? Il faut d'abord comprendre que les BRICS, c'est d'abord une vision du monde. Nous passons d'une vision hégémonique du monde, dominée par une grande puissance, qui est les États-Unis et l'OTAN en général, vers une vision multipolaire. Et la seule forme de créer une nouvelle communauté internationale conforme à cette vision multipolaire-là, et c'est cette forme-là que incarnent aujourd'hui les BRICS. Donc, les BRICS constituent une interaction de plusieurs souverainetés. C'est pour ça que les BRICS n'ont même pas de texte qui les fondent et qui les régissent. Parce que tout simplement, c'est des négociations permanentes entre les différents acteurs pour créer des positions convergentes. Et il est bien évident que le souci de respecter les souverainetés de chacun constitue le souci de base, et le souci d'égalité entre les membres des BRICS, c'est là aussi l'un des principes de base. C'est pour cela qu'au niveau de la nouvelle banque des BRICS, eh bien, chacun a une voix. Voilà, et même au niveau des BRICS, la voix de chacun porte. Et l'adhésion aux BRICS est une adhésion qui permet de choisir entre deux visions du monde. Un monde hégémonique et un monde multipolaire. Et moi, ma seule conviction, c'est que ce monde multipolaire-là, c'est ce qui permettra à l'Afrique demain d'être un pôle parmi d'autres pôles. Cette bipolarisation que nous assistons, pour moi, n'est que temporaire, puisque l'idéal, c'est d'avoir plusieurs pôles qui interagissent pour créer une nouvelle communauté internationale. C'est là qui est important. Et donc, l'Afrique, en tant que futur pôle autonome, a déjà son cadre institutionnel, qui est l'Union africaine. Et l'Afrique a déjà sa vision, qui est transcrite par l'agenda 2063. L'Afrique a déjà mis en place les institutions pour sa souveraineté. Mais que valent tout ce cadre institutionnel, toute cette vision-là, si nous avons chacun de nos États qui sont encore dans la logique de l'Afrique de Berlin? Voilà le problème qui se pose. Comment passer de l'Afrique de Berlin, c'est-à-dire une Afrique qui a été partagée au profit du monde occidental, à une Afrique, je dirais, une Afrique de l'Union africaine, c'est-à-dire une Afrique qui est essentiellement auto-centrée. Et cette Afrique-là, comme beaucoup de personnes l'ont souligné, la naissance a commencé avec, disons, le mouvement panafricaniste depuis les années 1900, mais où aucun État africain n'était indépendant, jusqu'à ce que les premiers États africains indépendants, Nkrumah, Nasser, le Maroc, tout cela formalise en une vision cohérente. Et le passage de l'OUA à l'Union africaine a donné encore plus de cohérence. Donc, on a, je dirais, la forme qui existe, il faut lui donner un contenu. Lorsqu'on veut donner un contenu, il faut prendre des cas précis. Prenez le cas de la Côte d'Ivoire. Lorsque la Côte d'Ivoire a voulu donner un contenu au panafricanisme, son premier souci, ça a été d'être indépendant, souverain, et donc de couper les liens avec l'Occident. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où autant nous voulons nous soustraire de ces liens-là, autant nos anciens colons
estiment que sortir de ces liens-là, eux, c'est la fin de leur domination en tant que puissance hégémonique. Donc, c'est un combat. Et ce combat entre le G7, j'appelle ça le combat entre le G7 et le continent africain, malheureusement, ce combat-là, le G7 a ses lieutenants parmi nous. Et c'est ça qui pose problème. Ce qui fait que les visions communes que nous dégageons, eh bien, ne sont pas partagées par l'ensemble de nos dirigeants, parce qu'il y a encore parmi nous des chevaux de Troie du G7 qui agissent contre. On a vu le cas de la naissance de l'ECO souverain, l'ECO ouest africain, qui a été pensé, conçu par les chefs d'État africains, mais dont la mise en œuvre a été complètement dévoyée par, je dirais, les postes avancés de l'Occident en notre sein. Et donc, à tout instant, c'est la division à travers les postes avancés de l'Occident qui bloque la dynamique unitaire. Et tant que nous n'avons pas soustrait des rangs du continent africain ces postes avancés de l'Afrique de Berlin, eh bien, nous arriverons difficilement à construire une vision commune et une dynamique commune. Il y a eu le cas de la zone de libre-échange, ce qui a salué. Il y a eu le cas de la Banque centrale, initiative qui a été prise, qui n'a pas encore abouti. La monnaie unique, eh bien, cette monnaie unique-là, eh bien, aucun chef d'État africain n'a encore pris la mesure de la chose pour construire cette monnaie unique-là. Et donc, voilà où nous en sommes. Et donc, pour moi, aller vers le panafricanisme, c'est-à-dire cette vision unitaire, doit commencer d'abord par libérer chaque pays africain de la tutelle des anciennes puissances coloniales. Cette libération qui passe par la rupture monétaire avec ces anciennes puissances coloniales, la rupture militaire et la rupture diplomatique, les trois allant ensemble, c'est l'ensemble de ces ruptures-là qui vont permettre de construire une conscience africaine et une volonté d'agir ensemble et d'aller ensemble. Donc, nous voyons là la problématique, nous voyons là les réponses, nous voyons là les solutions, et nous avons maintenant un soutien international. Et c'est ce qu'il faut souligner. Les BRICS constituent idéologiquement un support international pour se libérer, aussi bien politiquement, idéologiquement, militairement, monétairement que diplomatiquement. Parce que ceux-là, ils sont prêts à nous soutenir dans toutes les instances de l'ONU pour défendre notre souveraineté. C'est vrai, l'Afrique, la Côte d'Ivoire avait été attaquée, eh bien, n'a pas eu de soutien. Kadhafi a été attaqué, n'a pas eu de soutien. Mais dès lors que le Mali allait être attaqué, automatiquement, il y a eu le soutien de la Russie. La Centrafrique a eu le soutien de la Russie. La Syrie a eu le soutien de la Russie. Et donc, les BRICS, visiblement, sont en alignement par rapport à notre vision de souveraineté. Et si tous les États qui veulent se libérer ont le soutien des BRICS pour se libérer, eh bien, ceux-là, demain, pourront mettre un contenu à l'unité africaine dont tous les textes existent, toutes les politiques existent, mais il faut des acteurs maintenant, disons des maîtres d'œuvre indépendants, souverains, pour qu'on passe de la conception à la réalisation à travers une maîtrise d'œuvre que constituent nos différents chefs d'État souverains et panafricanistes. Moi, voilà comment est-ce que je vois les choses. Et tant qu'on ne pourra pas comprendre cette nouvelle dynamique-là et où on doit orienter nos relations internationales pour avoir des soutiens contre ceux qui veulent nous maintenir dans l'esclavage, eh bien, on n'ira nulle part. Parce que seul, on a tenté et seul, on a été toujours abattu. Tout simplement parce qu'on n'avait pas, au niveau international, les soutiens nécessaires pour défendre notre position dans les instances internationales et on a été toujours vaincu. Et souvent, eh bien, quand je prends le cas de Laurent Gbagbo, il a été présenté au monde entier comme un criminel. Il n'y a eu personne pour le défendre. Il s'est défendu seul jusqu'à ce qu'on reconnaisse qu'il n'est pas un criminel. Et voilà un peu comment est-ce que nous devons nous organiser et comment nous devons orienter notre politique internationale, notre coopération
pour savoir choisir nos amis qui seront capables de nous défendre lorsque nous serons en difficulté. Donc voilà un peu pourquoi j'estime que les BRICS constituent un nouvel environnement, une nouvelle vision du monde, une nouvelle dynamique dont il faut tirer le maximum de profit. Cela ne veut pas dire qu'on n'a rien encore à apprendre chez nos anciens colons. Il y a toujours quelque chose à apprendre avec quelqu'un, mais ceux qui sont prêts à nous soutenir dans notre lutte de libération, eh bien, ce ne sont pas nos anciens esclaves. Ça, il faut oublier ça. Ça, ce n'est pas possible parce qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que l'esclave devienne le maître, sinon le maître devient l'esclave. Voilà. Et ceux qui ont intérêt à ce qu'aujourd'hui l'esclave devienne le maître, eh bien, c'est du côté des politiques qu'on peut les trouver et non ailleurs. Merci. Hello et merci au reste du panel pour vos contributions combien importantes pour cette première thématique. On va donc rentrer de plein pied dans la seconde dorsale de notre programme. C'est avec cette seconde préoccupation que nous allons justement sortir de cette édition géoéconomique avec donc la problématique de développement avec les BRICS qui s'engagent donc dans plus de 6 projets d'envergure en République centrafricaine. Pour avoir le cœur net, très cher monsieur, je vous propose de suivre cet élément et après quoi on vous retrouvera monsieur Awa Don Melo vu que vous êtes au cœur et au centre effectivement de cette dynamique pour en savoir un peu plus. Prenons cet élément bien avant. Une délégation des BRICS conduite par Madame Larissa Zelentsova, présidente de l'Alliance des BRICS, a séjourné à Bangui, capitale de la République centrafricaine, du 9 au 11 avril 2023. Cette visite s'inscrit dans le cadre du vaste projet mis en place par cette organisation afin de contribuer au développement socio-économique du pays. Дорогие друзья, mes chers amis, дорогие коллеги, mes chers collègues, мы сегодня присутствуем в этом дворце второй раз. C'est pour la deuxième fois que nous sommes présents au palais ici. И очень знаменательным является то, что вы первый раз приехали с какими-то мыслями, мечтами, проектами. Мы подписали договор о том, что мы будем реализовывать ряд проектов. Et ce qui est très important, c'est que la première fois quand on a eu beaucoup de rêves, on a eu beaucoup de projets et on a signé un très grand contrat pour avoir le travail mutuel et le travail qui va fournir notre futur. А вот сегодня прошло всего 3 месяца, а мы уже приехали именно с тем, чтобы начать эти проекты у вас. Et aujourd'hui, 3 mois plus tard, nous sommes ici de nouveau pour avoir le commencement des projets. La délégation qui était également composée de Awa Don Melo, représentant de l'Alliance internationale des BRICS en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, et de plusieurs hommes d'affaires de la Russie, de l'Iran et de l'Inde, s'est engagée à lancer 7 grands projets structurants portés par des opérateurs qui assurent eux-mêmes le financement en mode partenariat public-privé ou à un investissement direct sans impact sur la dette. Il s'agit entre autres d'un projet énergétique avec la construction des mini-centrales nucléaires par la Russie. Les kits solaires ont été aussi choisis pour l'éclairage des ménages et des espaces publics. Un projet d'exploitation et de raffinage d'or, une infrastructure satellitaire de télécommunications et de télédétection pour l'évaluation des ressources minières agricoles et urbaines et de préparation au passage à l'économie et la monnaie digitale. La mise en place d'une banque d'un pays BRICS pour faciliter les échanges, la modernisation et l'extension de l'aéroport international de Bangui-Poko, le chemin de fer de désenclavement, mais aussi la création d'une nouvelle ville. La mise en œuvre de ces projets qui visent un cadre de vie décent au désenclavement du pays aussi bien au niveau des infrastructures physiques et digitales que des industries minières et des services de base se fait selon la vision du pays et conformément au plan stratégique de BRICS. Alliance pour l'Afrique a déclaré Awa Don Melo devant le président de la République centrafricaine, l'opposeur Faustin Archange Touadéra. Cette vision stratégique est tirée elle-même de l'agenda 2063 de l'Union africaine avec l'accompagnement d'un cabinet d'expertise africaine pour s'assurer de la prise en compte du principe gagnant-gagnant, du passage d'une économie primaire à une économie secondaire, de la promotion de l'expertise et de l'entrepreneuriat africain
pour célébrer la mise en œuvre de ces projets, l'appropriation scientifique, technique et technologique. L'Alliance des BRICS souhaite, à l'instar de plusieurs pays africains, l'accélération du développement des infrastructures. Pour parvenir à la réalisation de ces projets, l'Alliance des BRICS procédera à la mise en place d'un comité mixte de pilotage et d'un pôle d'experts nationaux capables d'assister le comité de pilotage pour la mise en œuvre rapide. La vitesse d'exécution des projets sera proportionnelle à la quantité, la qualité et la diversité de ce pôle d'experts dans un cadre certifié aux normes internationales. À l'heure du basculement du monde en général et du continent africain en particulier, la République centrafricaine, qui joue déjà la carte de la souveraineté, veut tirer meilleur profit d'un monde multipolaire en construction. Alors, je vous retrouve rapidement, monsieur Awa Don Melo, vu que vous étiez d'ailleurs de la délégation, puisque représentant de l'Alliance internationale des BRICS en Afrique centrale, et la République centrafricaine a d'ailleurs été récemment désignée comme étant capitale des BRICS pour l'Afrique centrale. On a donc évoqué dans ce reportage 6 projets. Vous nous faites savoir que c'est bien plus que 6 projets, 7 projets avec notamment plusieurs investisseurs venus d'autres nationalités qui vont donc véritablement mettre cela en marche. Mais la première question peut-être pour nous situer sur le timing de la réalisation de ces projets. Ils commencent quand et sont censés peut-être s'arrêter, ou alors s'arrêter à quelle période?